Ça sera donc l'enfer de St. James Park de nouveau. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, c'était soit le PSG, soit Newcastle. Je pense que beaucoup doivent être un peu contents d'avoir tiré Newcastle, mais moi, je ne pense pas que ce soit non plus un tirage facile, hein. Alors, naturellement, le Paris Saint-Germain, ça reste le champion d'Europe en titre. Ça aurait été un peu plus compliqué intrinsèquement, individuellement. Je pense que le Paris Saint-Germain a de meilleurs joueurs que Newcastle, et même collectivement, je pense que le Paris Saint-Germain est une équipe largement meilleure que Newcastle, même s'il traverse une mauvaise passe actuellement. Peut-être que ça aurait pas été une mauvaise idée de les jouer actuellement, mais bon, ça c'est un débat pour un autre jour. Ce que je veux dire par là, c'est que Newcastle, ça reste quand même un déplacement difficile, ça reste un match-up difficile, c'est une équipe qui va venir te rentrer dedans, et si t'es pas à ton meilleur niveau, si t'es pas focus, ben, tu peux vite te manger un 3-0, un 2-0 et un 4-0, un peu comme contre l'Atlético Madrid, parce que c'est une équipe qui va te rentrer dedans. Donc dans l'attitude, il y aura beaucoup de choses que je vais, moi, surveiller de très près. C'est l'occasion un peu de se faire pardonner par rapport aux bouses qui nous ont pondu durant les matchs contre l'Atlético Madrid, les gros matchs là récents, parce que moi je vous l'ai dit, c'est pas une question de football, c'est une question d'attitude d'abord et avant tout dans les gros matchs, c'est l'intensité. Et je suis content que Eric Garcia l'ait dit la dernière fois, on lui a posé la question, il a dit en fait que ce qui l'a dérangé lui à titre personnel, c'est que dans l'intensité et dans l'attitude, qu'ils sont absolument mal rentrés dans leur match face à l'Atlético Madrid. Donc là, si tu arrives avec la même attitude, je suis désolé, tu vas te faire marcher dessus. Parce qu'on le sait, on a déjà joué là-bas à St. James Park et c'est l'occasion aussi pour nous de ne pas arriver dans une sorte de rouleau compresseur dans un stade qu'on ne connaît pas. Donc on est prévenu. Donc si jamais on arrive là-bas, les mains dans les poches, pour moi, ce sera faute professionnelle. Je dis pas qu'on ne peut pas perdre là-bas. C'est possible de perdre là-bas parce que de grosses équipes ont perdu là-bas. Même si Newcastle, ils sont en Ligue des Champions, ils sont quand même bons en Ligue des Champions, il faut le dire, même si on joue les barrages face à Karabakh, qui est quand même assez faible. C'est une équipe qui est quoi, je crois, 11e de Première Ligue, une saison un peu en demi-teinte. C'est pas le meilleur Newcastle. Par exemple, le Newcastle de la saison passée, je trouve qu'il est beaucoup plus fort que le Newcastle de cette saison. D'ailleurs, on l'a vu, le Barça allait gagner là-bas. Pourtant, le Barça n'était pas non plus flamboyant en début de saison. Il y avait juste Pedri, Frenkie de Jong ensemble qui ont réussi à gérer le tempo du match. Frenkie sera absent, c'est la grosse tuile. On vient de l'apprendre hier, malheureusement. Un mois d'absence, voire un peu plus. Moi, je vois beaucoup de gens être dans le catastrophisme, mais moi, je ne suis pas de ces gens-là. Pourquoi ? Parce que, certes, c'est un coup dur, c'est un vrai coup dur même, l'absence de Frenkie de Jong, parce que ça reste un titulaire majeur de cette équipe-là. Mais c'est la réalité du football aujourd'hui, en fait. On regarde les équipes qui jouent, il n'y a pas une grande équipe qui peut aligner quasiment ses meilleurs joueurs H24. Du début à la fin de la saison, il y a tellement de matchs, en fait, dans le calendrier de foot, que c'est très 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 difficile de voir une équipe aligner son meilleur 11 du début à la fin de la saison. Il y aura toujours une période où il y aura un titulaire absent, deux titulaires absents. Il y a même des équipes qui ont 3-4 titulaires absents. Donc tu es obligé de faire avec. C'est pour ça que tu es obligé de te renforcer, avoir un groupe de 23, 24, voire 25 joueurs avec pas que 11 joueurs capables de faire la différence, mais un groupe de 14, 15 joueurs qui sont comptés comme des titulaires, mais aussi des titulaires remplaçants en puissance qui sont un peu des 12e hommes. Vous voyez un peu, c'est ça qu'il faut avoir dans le foot d'aujourd'hui. C'est ça qu'il faut réussir à implémenter parce que sinon, tu vas te retrouver au bout d'un moment avec des adversaires qui arrivent à t'avoir dans des moments clés, des adversaires plus faibles que toi, mais qui ont réussi à aligner en fait leur équipe compétitive quand toi, tu avais des joueurs clés absents et ça t'a coûté une compétition. Donc, c'est pour ça que oui, c'est dommage, Frenkie de Jong, mais voilà, il faut regarder aussi dans les autres équipes. Il y a souvent des blessés, c'est comme ça, il va falloir avancer avec ce paramètre-là. Et moi, je pense que la saison, elle sera pour le coup complètement fichue. Si demain, tu me dis, il y a Pedri, il y a Frenkie, il y a Rafinha, il y a Lamine et Johan Garcia qui sont absents, là, c'est bon, faut oublier la saison. Faut passer à autre chose. Ça, c'est un match aussi qui rappelle de bons souvenirs à Marcus Rashford. Il aime Newcastle et ce, depuis son époque United. Rashford a un très bon bilan face à cette équipe-là. Donc, je pense que peu importe le 11 qu'on va aligner ce jour-là, que ça soit au poste de numéro 9, que ça soit au poste d'ailier gauche et Rafinha en 10, il va falloir mettre Marcus Rashford titulaire ce jour-là à Newcastle pour le match aller. Mais de toute façon, on parlera un peu plus en détail de la rencontre une fois que le match va... Dans l'avant-match, je veux dire, une fois que le jour
du match va approcher. Mais je trouve que c'est un bon défi, en fait. C'est un bon défi physique aussi. Parce que si on continue à aller dans des matchs ping-pong, dans les gros matchs, d'aller d'une surface à l'autre, de jouer la ligne du hors-jeu au niveau du milieu de terrain, on n'aura pas, en fait, une longue survie dans cette Ligue des Champions. Donc moi, j'ai hâte aussi de voir comment est-ce que le Barça de Flick va réagir par rapport à tout ça, par rapport à ce qui s'est passé durant les dernières semaines. Et Newcastle, ça sera une sorte de mini-Chelsea, une sorte de mini-test, parce que ça va être une équipe qui va te rentrer dedans. Et moi, je veux qu'il nous rentre dedans, parce que je veux qu'on se confronte en fait à ce qui nous attend derrière. Parce que si tu passes Newcastle, derrière, tu peux croiser un Arsenal, tu peux croiser même un Paris Saint-Germain, même si c'est dans un style différent. Mais si tu veux aller gagner cette Ligue des Champions-là, moi, je ne pense pas que le Barça est en mesure de gagner la Ligue des Champions en l'état. Même si tu regardes les autres équipes, il n'y a pas non plus un favori qui se détache de fou, hein. Il n'y a pas un favori qui se détache de fou. Le Barça, certes, a ses lacunes, a ses problèmes, mais tous les autres gros d'Europe, ils ont aussi de vraies lacunes et de vrais problèmes, de vraies limites. Donc peut-être que c'est aussi la saison ou jamais. Si tu arrives à avoir un pic de forme sur 3-4 mois, là, un run de fou où tout te sourit, où tu es un rouleau compresseur pour cette durée-là, ben, peut-être que la 6e, c'est cette année, hein, les gars. Je vais pas me mettre à rêver, je n'y crois pas, encore une fois, je vous l'ai dit, mais tout est possible dans le football. Donc tout passe par Newcastle déjà pour commencer, par le St. James Park, et puis derrière, on verra. Et c'est la raison pour laquelle aussi le match contre l'Atlético Madrid, il est important. Pas tant pour faire une remontada ou pas, mais plus pour te conditionner mentalement pour la Ligue des Champions. Je vous l'avais dit que le match aller-retour face à l'Atlético Madrid, même si le match aller tu as perdu 4-0, mais au match retour, supposons que tu battes l'Atlético Madrid, moi je m'attends pas à ce que le Barça en fait fasse un match de fou, remontada, c'est un peu irrationnel de s'attendre à ça. Ça peut toujours arriver, encore une fois, c'est le football. Mais si jamais tu bats l'Atlético Madrid avec la manière sur un score, je sais pas moi, de 3-0 par exemple, et que tu les fais trembler jusqu'à la fin, ben ça te donne aussi un boost moral pour la fin de la saison, hein. Tu les fais douter de fou comme ça, eux, mais pas par rapport à la suite, eux, mais plus toi, sur le match en tout cas, tu les as fait douter, sur une avance de 4-0 quand même, ça veut dire qu'en fait que tu es capable de renverser des montagnes même lorsque tu es en déficit. Supposons que tu vas au St. James Park, tu perds, je sais pas moi, 2-1, 3-1, ben tout est possible au retour, même s'il faut pas non plus aller avec le mindset de perdre, vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est plus pour te conditionner mentalement, te dire que tu es prêt à affronter tout type de situation. Donc, important de bien gérer le match retour face à l'Atlético Madrid, même si tu ne te qualifies pas, tu fais pas ta remontada de fou, au moins que tu gagnes avec la manière. Et ça passe aussi par, du coup, le match face à Villarreal qui arrive ce week-end. Alors, on joue bien avant le Real Madrid et moi je suis content par rapport à ça parce que à chaque fois que le Real Madrid joue en avance et qu'ils ont, on va dire, ces points d'avance là, ils te mettent sous pression, je trouve que c'est un peu plus difficile. Là, tu vas affronter Villarreal et je trouve que Villarreal, c'est une sorte d'amuse-bouche un peu avant de te préparer pour les chocs face à l'Atlético Madrid, pour les chocs face à Bilbao, le match aller face au Paris Saint-Germain, tout ça, là, ça va te préparer. Et donc, le Villarreal, on va dire, entre guillemets, c'est une sorte de préparation d'avant-test. C'est une équipe d'ailleurs qui a battu le Barça sur les 2 dernières années lorsqu'ils ont joué le Barça à domicile, que ce soit au Montjuic ou même au Camp Nou. Non, pas au Camp Nou, au Montjuic, ils ont gagné les 2 dernières fois, 5-2 ou 5-3 je crois, la dernière fois, ce qui avait provoqué le départ de Xavi, et 3-2 la saison dernière lorsque le Barça était déjà champion, ils jouaient les mains dans les poches. Ça, c'était plus anecdotique. Donc, ouais, si on commence à prendre de haut cette équipe de Villarreal, et à faire ce qu'on faisait durant la dernière semaine, à jouer avec une attitude dégueulasse, à rentrer les premières mi-temps les mains dans les poches, on va se faire surprendre et ça va être compliqué. Donc autant jouer ce match-là en se disant dans la tête, on se prépare pour le match contre l'Atlético Madrid. D'arriver dans le même mindset et de se dire en fait que c'est une sorte de simulation en fait du match contre l'Atlético Madrid. Donc tout va se jouer dans le début du match. Si tu arrives en fait à marquer assez tôt, tout peut se passer. Moi je vous dis tout de suite là, d'avance, moi je ne m'attends pas à une remontada face à l'Atlético Madrid. C'est un peu utopique de s'attendre à ça, c'est des scénarios un peu irrationnels, même si ça peut se passer, ça reste le football. Moi, je m'attends plus en fait à voir un Barça beaucoup plus conquérant, une victoire convaincante. Parce que même si tu ne te qualifies pas face à l'Atlético Madrid, tu ne fais pas la remontada, si tu arrives à avoir une victoire convaincante, que tu fais douter cette équipe de l'Atlético Madrid, tu leur fais peur, tu rangeras déjà en fait le match aller dans la case de l'accident de parcours.
Et ça te met aussi en confiance par rapport à la suite de la saison. Donc, oui, c'est important de bien gagner ce match face à l'Atlético Madrid, de gagner avec la manière. Et ça passe aussi par une bonne préparation face à Villarreal. Tu vas jouer avant le Real Madrid, tu peux leur mettre la pression, tu peux les mettre à 4 points, je crois, en attendant qu'ils jouent contre Retafe. Donc, ouais, je trouve que ce match face à Villarreal, sans Frenkie de Jong, il arrive un peu au bon moment. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Certes, l'absence de Frenkie de Jong, c'est un gros coup dur pour le Barça, mais c'est l'occasion aussi de tester autre chose. Marc Bernal qui revient en force, on va voir si Gavi va revenir d'ici là et puis commencer à jouer petit à petit. Maintenant, par rapport au 11 qu'on va affronter, qu'on va aligner, je veux dire, contre Villarreal, ça c'était celui qui avait débuté face à Levante. Alors, je pense qu'il y aura naturellement des changements parce que déjà, Frenkie de Jong est malheureusement blessé, absent pour un mois, encore une fois un gros coup dur. Et donc, la question va se poser au milieu de terrain. Qu'est-ce que le Barça va faire? Parce que là, c'est un peu ton animation pour les prochaines semaines. Est-ce que tu vas tout de suite faire revenir Pedri dans le 11? Je ne sais pas. Mais moi, je pense que aujourd'hui, tu regardes Pedri, je pense qu'il a peut-être 60 minutes dans les jambes, pas plus. Donc, je pense que Pedri va débuter ce match-là et je pense que ça serait aussi une bonne idée d'enfin donner sa chance à Bernal. Parce que Bernal, s'il réussit à concrétiser les opportunités qu'on lui donne là, à ce moment-là de la saison face à une équipe comme Villarreal, ben derrière, il peut enchaîner contre l'Atlético Madrid. On avait vu Casado contre l'Atlético Madrid, il s'était fait bouffer, il est sorti à même pas 30 minutes du début du match. Et donc, Bernal, il a une vraie carte à jouer. On pourrait également penser à Eric Garcia au milieu avec Pedri comme ça. Mais le problème, c'est que moi, je pense qu'il faudrait déjà commencer en fait à préparer aussi le match contre l'Atlético Madrid. On n'oublie pas que Eric Garcia s'est fait exclure durant ce match-là à cause de ce poisson de Ferran Torres là. Mais voilà, tu vas devoir faire sans Eric Garcia contre l'Atlético Madrid. Mais par rapport au match face à Villarreal, vu que Eric Garcia sera là, je pense que il vaut mieux en fait l'utiliser comme ça en défense centrale. Je partirais avec le double pivot Bernal, Pedri, et puis devant eux, par méritocratie, Olmo était invisible face à Levante, 19e du championnat quand même, on le rappelle. Du coup, je ferais plutôt jouer Fermin Lopez qui, voilà, on connaît l'histoire, hein, la répétition entre ces deux-là, Fermin, Olmo, à chaque fois que l'un sort du banc, il est incroyable, même si Olmo, ça faisait quand même pas mal de matchs, il était intéressant, il marquait des buts, mais là, Fermin, sur le dernier match en tout cas, il mérite de débuter face à Villarreal. Je partirais sur un milieu comme ça, honnêtement, et la défense, Koubarsi, qui s'est reposé de nouveau, donc ça, j'aime beaucoup le fait que Koubarsi ait du temps de repos venant de Hansi Flick, c'est pas fréquent. Ça serait bien aussi que Koundé puisse se reposer au bout d'un moment. Eric Garcia pourrait jouer à sa place là pour le faire reposer, et même Cancelo pourrait jouer là à sa place. Maintenant, la question Cancelo-Baldé. C'est une question très intéressante par rapport à ce match-là. Vous savez, là, avec ce Cancelo a montré face à Levante, tout le monde a tendance à dire que c'est lui qui doit débuter face à Villarreal également, pour essayer de lancer aussi une sorte de dynamique, que Cancelo prenne du rythme et qu'il s'impose là, à la place de Baldé pour la deuxième partie de saison. Mais moi, vous savez quoi? Malgré tout, malgré le gros match de Cancelo face à Levante, je vais pas non plus aller trop vite en besogne. Je vais pas tout de suite vous mettre là, Cancelo titulaire face à Villarreal, et puis m'attendre à ce qu'il soit important dans les grands matchs. Moi, Cancelo, il doit encore me prouver des choses. Malgré le fait qu'il ait été intéressant, je vais, malgré tout, si c'était moi en tout cas, donner sa chance à Baldé. Parce que ça, c'était une sorte d'avertissement pour Baldé. Moi, je pense que Flick, il va utiliser Cancelo un peu comme ça pour un début. Montrer à Baldé que, hey, mon gars, t'as du talent. Tu nous as déjà montré que t'as du talent. La saison passée, t'as été incroyable. Tu te projetais pour aller marquer des buts face au Real Madrid. T'as marqué des buts, tu perçais balle au pied, tu driblais. Donc, t'es pas le cotorept qui est là, qui fait que des passes en retrait, qui perd des ballons, qui a pas de QI foot dès qu'il arrive dans cette zone-là. Donc, je pense qu'il va essayer de pousser Baldé à progresser, à franchir ce step-là, parce qu'il faut pas oublier que ça reste un jeune joueur, hein, Baldé. C'est pas un mauvais joueur. Il traverse juste une mauvaise passe. Donc, si Cancelo est capable de le pousser à faire davantage, on l'a vu, hein, il le sait très bien, les joueurs, ils le savent. Cancelo fait un gros match, les gros zooms sur lui, sur le banc, il le voit, il le sait très bien. Donc, je pense que ça, si ça ne lui sert pas de wake-up call, je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'aurais tendance à essayer Baldé, de lui donner encore une fois sa chance de nouveau face à Villarreal, en mode, frère,
C'est maintenant ou jamais. Si tu te réveilles pas maintenant, ben Cancelo va prendre ta place en deuxième période et puis on sait ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de t'apporter offensivement. D'autant plus que, vous savez, moi, Cancelo sur la dynamique défensive, oui, il sait pas défendre, il sait pas défendre. Pourquoi je pense que Cancelo, ça peut marcher aussi, même sur le côté défensif? Ben c'est parce que en fait, la dynamique avec Rafinha, elle est importante. Rafinha, c'est quelqu'un qui va beaucoup venir aider Cancelo. On l'a vu la dernière fois revenir faire même des retournées acrobatiques dans sa surface contre l'Levante. Il était tout le temps là à venir défendre ici. Rafinha, il va beaucoup aider Cancelo, un peu comme Trent du côté de Madrid. On sait que Trent, il sait pas défendre du tout. Hein. On voit que Valverde ne le laisse jamais seul. À chaque fois qu'il est seul, il se fait bouffer. On l'a vu la dernière fois aussi face à Benfica, il s'est fait ouvrir Trent. Mais voilà, c'est un peu la même chose avec Cancelo, même si je trouve que dans le 1v1, défensivement, Cancelo est meilleur que Trent, même si voilà, il est capable de se rater lui aussi, Cancelo. Et quand lui se rate pas à moitié aussi, il faut le dire. Du coup, la dynamique Rafinha-Cancelo à gauche peut être très intéressante parce que Rafinha peut rentrer intérieur comme il va le faire et puis donner beaucoup plus d'espace à Cancelo. Dans le 1v1, on sait qu'il peut être dévastateur ici. Et face à des équipes comme l'Atlético Madrid où tu vas devoir marquer à tout prix, ça peut être une option. Mais là, face à Villarreal aussi qui va venir te chercher, je pense, un peu haut avec un pressing un peu cohérent, je vais quand même donner une fois de plus sa chance, à titre personnel en tout cas, à Baldé, de montrer ce qu'il a de nouveau dans le ventre et puis voir comment ça va évoluer. Et puis, quand on aura l'occasion, ça serait bien aussi de faire souffler Koundé, même s'il revient petit à petit bien. Et puis voilà, moi, c'est le 11 que je vois débuter. Oh, j'allais oublier. Oh là 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 là. Monsieur Robert, même si Ferran a l'air lui aussi totalement passif actuellement, il est nul devant le but. Ferran, dans ses déplacements, il peut créer des espaces pour ses partenaires. Rafinha peut en profiter. J'aimerais bien que Rafinha marque enfin. Ça fait un peu de matchs qu'il a pas, une petite série de matchs là qu'il a pas marqué pour sa confiance, tout ça, depuis son retour de blessure. Et Lamine Yamal aussi, j'aimerais le revoir à son meilleur niveau avec le mois de Ramadan. C'est peut-être pas facile ce qu'on lui demande. Donc voilà, il joue un peu de manière sobre. C'est tout ce qu'on lui demande, de faire des différences quand le jeu vient à lui. Et puis j'aimerais aussi voir Marcus Rashford rentrer en deuxième mi-temps. On verra tout ça plus tard. Mais en tout cas, c'est un bon test, ce match face à Villarreal. Et puis on se retrouve donc pour le débrief juste après, les amis. À très vite.